Il y a un décalage normalement. Mais bon, T'es fibré ici? là, il y a du. Non, on est en Wi-Fi. Ah, d'accord. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live direct de l'intersyndicale jeunesse et sport. On espère que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous regarder. On va attendre juste 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. Voilà, je vois que ça y est, ça commence à se connecter. On espère que vous allez bien. On est ici à Paris. On s'est regroupé pour préparer ce moment intersyndical et pouvoir vous donner des informations intéressantes. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, merci à vous de nous regarder, de nous rejoindre. Nous sommes réunis, l'intersyndicale jeunesse et sport, qui comprend l'UNSA Éducation, la FSU et la CGT, pour vous parler de notre actualité, notamment d'un gros problème de report de l'organisation territoriale de l'État et du transfert, du rapprochement qui devait se faire en direction de l'éducation nationale. On a souhaité s'adresser à vous au travers d'un Facebook Live pour pouvoir s'adresser chacun, tous ensemble avec vous. Voilà globalement la situation. Euh, je vais commencer tout de suite par le contexte et qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Bon, vous savez qu'il est prévu une réorganisation des services territoriaux de l'État et que dans ce cadre, le rapprochement entre jeunesse et sport et l'éducation nationale devait avoir lieu. C'est pour nous un rapprochement voulu. Nos organisations syndicales portent depuis presque 10 ans le mandat d'avoir ce rapprochement avec l'éducation nationale. On est en passe de l'obtenir, mais au fur et à mesure des avancements, des rebondissements, je dirais, de ce feuilleton, on n'est jamais sûr de rien et on était à deux doigts et là on va vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, ce rapprochement avec l'éducation nationale, pour nous, il a du sens parce que d'abord, il faut mutualiser les fonctions support des ministères. Depuis la RGPP, aucun gouvernement n'est revenu sur ces mutualisations. Et nous, on estime qu'on a beaucoup plus de points communs et de culture professionnelle qui pourraient être en synergie avec les ministères éducatifs plutôt qu'avec les ministères sanitaires ou sociaux. On a vu que ça ne marchait pas très bien en fait. Et puis nos professions se ressemblent beaucoup plus à l'éducation nationale. Donc en termes de culture professionnelle, si nous devons être mutualisés avec d'autres ministères, autant que ce soit avec des ministères éducatifs. D'autant plus que nous estimons que nos missions, nos formations vont beaucoup plus dans ce sens-là. Vous savez qu'on a, pour les PTP, on a une formation technique et pédagogique euh, autour des sciences humaines, autour de la façon d'enseigner, d'intervenir, d'accompagner, de conseiller. Et, et ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'exprime dans les ministères sociaux. Donc on s'est rapproché de ça avec la création du nouveau gouvernement, puisqu'on a vu la création d'un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cela devait se terminer par le transfert de gestion. Aujourd'hui, c'est encore le secrétariat général des ministères sociaux qui nous gère, qui assure notre gestion RH, et le transfert devait se faire à partir du 1er janvier, et on nous annonce un report, euh, principalement parce que certains y ont mis beaucoup de mauvaise volonté, notamment les ministères sociaux, Bercy, ou le secteur travail qui ne veut pas démanteler le secteur cohésion sociale. Euh, mais pour nous, c'est véritablement un point très négatif, puisqu'on avait beaucoup progressé dans cette voie et qu'on était en passe de l'obtenir. Donc aujourd'hui, il ne faut pas de report supplémentaire de l'OTE, parce que ça crée énormément de dangers. Mes camarades vont vous expliquer tout ça. Je vais céder la parole à Philippe
qui va revenir sur exactement ce qui s'est passé. Merci. Voilà, merci Tony de me passer le relais. Bonjour à toutes et tous. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous faire en quelques mots, j'enlève les lunettes parce que j'ai de la buée dessus, c'est pas évident. Mais après je vois plus rien, alors c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais essayer de vous faire en quelques mots un petit historique de ce qui s'est passé. En fait, c'est une réforme qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, hein, qui est prévue depuis longtemps, qui a été initiée, donc ce rapprochement entre l'éducation nationale et jeunesse et sport à partir d'août 2018, qui a été reporté une première fois à cause de la crise des Gilets jaunes, qui a été différé de 6 mois, ça devait se mettre en place au 1er juin 2020 et finalement c'est quelque chose qui est différé à nouveau au 1er janvier 2021. Et pour nous, c'est une réforme, comme l'a exposé Tony, qui fait sens. Hein. C'est rapprocher en effet le secteur de l'éducation formelle de celui de l'éducation informelle, donc pour travailler sur la continuité éducative. Donc ça fait quelque chose, c'est quelque chose qui fait sens. Depuis, on avait plutôt des bonnes nouvelles. On a eu le remaniement ministériel qui consacre un grand ministère de l'éducation avec le ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport. On avait 2 RIM, c'est-à-dire des réunions interministérielles arbitrées par le Premier ministre qui disaient qu'on continuait la réforme. Une première donc en juillet, une deuxième début août. On avait aussi des groupes de travail qui avaient été lancés avec l'éducation nationale pour travailler de manière très concrète à l'opérationnalisation de ce rapprochement, sur la gestion RH, sur ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, les lignes directrices de gestion en matière de promotion, sur de multiples aspects. Voilà. On a eu une réunion avec les ministres de notre champ, donc les ministres Maracineanu, Blanquer et El Haïry, qui s'est déroulé le 15 septembre dernier. Ces ministres nous ont fait montre d'un fort engagement pour faire aboutir la réforme dans le calendrier prévu, c'est-à-dire au 1er janvier 2020. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avant le CTM, le comité technique ministériel, qui se passait donc le 17 septembre au matin, on apprend de manière subreptice, et on en a été complètement indigné, que les personnels jeunesse et sport qui relèvent du budget opérationnel de programme 124, c'est-à-dire celui des ministères sociaux, resteraient sur ce budget en 2021. Ça veut dire qu'on resterait géré par les ministères sociaux pour 2021 et que donc tout le transfert tel qu'on nous l'annonce, il ne devra pas se faire en compte tenu de l'annualité budgétaire avant le 1er janvier 2022, faute éventuellement d'un petit bricolage qui pourrait se faire sous forme de convention de gestion courant 2021. Mais bref, ça reporte pour nous clairement la réforme au 1er janvier 2022. Et ça risque d'enterrer cette réforme parce que, à force de la différer constamment, on se rapproche après d'échéances électorales qui font qu'on ne pourra plus tenir le calendrier. Donc pour nous, c'était quelque chose qui était inacceptable. Donc on a boycotté le CTM. On a eu en off, lors de ce CTM, un dialogue social qui a été musclé. Hein, nos interlocuteurs à la table qui nous faisaient face ont dû pouvoir apprécier à cette occasion notre détermination à faire en sorte que le calendrier soit maintenu au 1er janvier 2021. Et c'est pour nous quelque chose de très important parce que sinon, on risque d'enterrer complètement cette réforme et pour nous, c'est complètement inacceptable. Donc, on est déterminé, on se bat. Et que ce soit l'UNSA Éducation, moi je fais partie de l'UNSA Éducation pour le SEJS, les inspecteurs ou les autres syndicats, on souhaite aller véritablement au bout de cette réforme et ne pas rester au milieu du gué. Voilà, ben écoutez, je passe la parole à Gwen qui va vous exposer un petit peu les raisons qui font que pour nous c'est dangereux et néfaste de rester dans les ministères sociaux. Merci Philippe. Donc Gwenaëlle Natter, je représente le SNEP FSU. Donc oui, pourquoi est-ce qu'il ne faut absolument pas rester dans les ministères sociaux plus longtemps? Avec trois exemples significatifs. Le premier point, c'est la baisse des effectifs. La baisse des effectifs, si on reste dans les ministères sociaux, elle risque de se poursuivre, voire même de s'accentuer. En 10 ans de gestion dans les ministères sociaux, jeunesse et sport, on a perdu 45% de nos agents, de nos effectifs. On était plus de 8000 en 2007.
En 2018, au moment où il a fallu revoter pour le CTM Jeunesse et Sport, on était à peine plus de 4000. On pense qu'il n'y a aucun autre champ ministériel qui a payé un si lourd tribut au gré de toutes les réformes et de toutes les baisses d'effectifs. En effet, Jeunesse et Sport, pour les ministères sociaux, on est une variable d'ajustement. À chaque fois qu'il y a une trajectoire d'emploi et qui dit qu'il faut baisser le nombre d'agents dans un périmètre ministériel ou interministériel, on constate que c'est quand même souvent les agents Jeunesse et Sport qui trinquent. Et ça parce que, effectivement, alors on parle un peu technique, mais dans ce fameux budget, on est dans la masse salariale des personnels Jeunesse et Sport, ceux qui sont en service, hein, on est dans ce budget qui est commun aux ministères sociaux. Donc, on est dans la même enveloppe. Donc, du coup, il n'y a aucun problème quand il faut faire baisser les effectifs, peu importe dans quel corps de métier ça se passe. Vous le constatez régulièrement, je pense, dans vos services. Quand au gré des départs, on remarque souvent que c'est pas soit on n'est pas remplacé du tout, soit on constate des arrivées qui viennent d'autres champs. Et en fait, c'est parce qu'on est devenu des ETP budgétaires, donc des équivalents temps plein. On est une masse salariale. Les directeurs régionaux, qui sont ce qu'on appelle RBOP, c'est eux qui décident de comment ils gèrent leur masse salariale et donc ils décident des recrutements. Il n'y a plus du tout d'effectifs cibles. On est dans cette enveloppe en commun. Et donc les PTP comme les IJS, on est souvent pas remplacés ou en tout cas pas remplacés dans le même nombre. Mais les personnels administratifs, vous l'avez constaté aussi, ils sont incités depuis quelques années, et incités c'est un faible mot, à intégrer les corps de la santé. Ils ont été même poussés clairement vers les corps de la santé, pour des raisons essentiellement indemnitaires, mais pas que. Ce qui a pour conséquence, non seulement pour ces collègues, effectivement, d'avoir des mobilités restreintes, dans le sens où une fois qu'ils ont intégré les corps sociaux, on ne va pas pouvoir revenir ni à Jeunesse et Sport, ni à l'Éducation nationale, en tout cas ce sera plus compliqué, mais c'est aussi une attaque au niveau de l'identité. Et de même que dans les services, un certain nombre de personnels administratifs viennent carrément maintenant du ministère de la Santé, alors qu'à la base, c'était l'Éducation nationale. Et donc, même si on n'a évidemment rien contre ces collègues-là, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas toute cette culture professionnelle et donc ça contribue à la perte d'identité jeunesse et sport. Le deuxième point, c'est le dévoiement des missions jeunesse et sport, qui est en lien avec ce que je viens de dire, alors notamment dans les directions départementales interministérielles, mais pas uniquement. Bon, je ne développerai pas beaucoup, hein, je pense que tout le monde le constate au quotidien. C'est particulièrement accentué avec la volonté de certains directeurs, souvent qui ne sont pas issus de jeunesse et sport, mais pas uniquement, qui, au regard des sous-effectifs, ils font pression sur les agents pour faire des missions qui sont parfois très éloignées de nos cœurs de métier. Et donc, pareil, perte d'identité de la culture professionnelle et de l'identité jeunesse et sport. Et le troisième point qui nous pose souci, c'est au niveau de la discrimination dans nos carrières et dans nos actes de gestion RH. Tout se passe quasiment au niveau national, en tout cas une grande partie. Et comme vous le savez, au niveau des concours, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de concours pour les profs de sport, que quand il y a des concours dans les autres périmètres, enfin pour les autres corps, pardon, non seulement il n'y a pas beaucoup de recrutements et de postes qui sont mis à la vacance, qui sont offerts au concours, mais en plus, on ne les priorise pas en termes d'affectation. Et que ce soit pour les mutations ou pour les nominations des lauréats au concours, souvent, ça n'est plus, enfin, depuis plusieurs années, ça n'est plus au 1er septembre que ça se passe. Et pour les ministères sociaux, ça pose aucun souci qu'on nomme des gens au 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre ou 1er janvier. Sur les promotions, je fais vite, mais on a aussi une incompréhension quand on explique les éléments qu'il faut prendre en compte. Et au niveau des indemnités, c'est flagrant. Les personnels jeunesse et sport, on a les indemnités les plus basses parmi tous les corps qui sont gérés par les ministères sociaux. Et quand on voit ce qui s'est passé pour les néo-titulaires, c'est-à-dire les collègues qui ont réussi le concours à partir de 2015 et qui ont été bloqués pendant plusieurs années à 80%, ça illustre parfaitement la façon dont la DRH des ministères sociaux gère les personnels jeunesse et sport. Donc il faut absolument sortir de ce périmètre des ministères sociaux pour rejoindre l'éducation nationale et ce le plus vite possible, sinon c'est la mort de jeunesse et sport. Donc, je vais laisser la parole à Blandine pour expliquer en quoi, justement, aller à l'éducation nationale, ce serait mieux. Merci Gwenaëlle. Donc, Blandine Philippe pour le CEP UNSA Éducation. Alors, effectivement, pourquoi aller à l'éducation nationale? Pourquoi être géré par la DRH de l'éducation nationale et pourquoi être adossé dans les services départementaux à l'éducation nationale?
nous ouvre d'autres perspectives? Eh bien, tout simplement parce que l'expérience nous montre que que l'éducation nationale prépare véritablement notre arrivée. Ça fait une petite année que la DRH de l'Éducation nationale travaille avec les organisations syndicales pour que cet adossement, cette arrivée, se passe dans le respect de nos corps, de nos statuts, de nos conditions de travail. Ça, nous avons pu le mesurer très concrètement au cours de ces différents temps de travail. Il y a une qualité du dialogue social, une écoute qui nous, qu'on ne connaissait plus depuis 10 ans. Imaginez, une DRH qui se préoccupe de ses ressources humaines. C'est dingue. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans. Alors, concrètement, un exemple, on a travaillé sur les règles qui doivent désormais présider aux opérations de carrière, ces fameuses lignes de gestion qui doivent se mettre en place suite à la disparition, la suppression des CAP. Très concrètement, on a obtenu que pour les mutations, ça serait une mutation avec prise de poste au 1er septembre. Certes, il pourra y avoir encore du fil de l'eau, mais ça sera à la marge. Et on aura une visibilité sur les postes. La DRH de l'Éducation nationale fait tout pour qu'effectivement, on ne soit pas obligé d'être sur les réseaux sociaux pour savoir où sont les postes disponibles. Donc, une lisibilité, c'est un exemple, mais c'est quand même notable. Sur la question des missions, on sait qu'on soit adossé à l'éducation nationale va nous permettre de retrouver un environnement professionnel qui soit en cohérence avec un ministère de mission, un ministère d'intervention, ce qui n'était plus le cas depuis que nous étions en DDI, où le préfet a toujours quasiment exclusivement pour seule préoccupation la mise à l'abri, de mettre hors de danger les populations. Bref, l'éducatif, c'est pas franchement sa tasse de thé. Donc, on va arrêter d'être happé par ces missions de cohésion sociale, par ces lectures des politiques publiques cohésion sociale, et on va pouvoir se réinscrire dans un temps long, car l'éducatif, c'est pas compatible avec l'urgence. On va pouvoir effectivement construire cette coéducation, même si on sait que c'est pas toujours facile, mais voilà, ça nous sera sans doute plus aisé de travailler avec les collègues de l'Éducation nationale. On aura plus de proximité et on pourra peut-être sans doute plus se faire reconnaître. On aura aussi des équipes régionales qui nous permettront de rompre l'isolement dans lequel bon nombre d'entre nous sont actuellement. Alors, effectivement, il faut qu'on continue à se mobiliser parce qu'il ne faut pas que les dispositifs restent l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura un environnement professionnel beaucoup plus en phase avec nos missions, avec ce pourquoi, sans doute tous, on s'est engagés dans ces métiers techniques et pédagogiques, y compris pour nos collègues administratifs qui se sont aussi engagés sur des missions administratives en lien avec l'éducatif. Ce n'est pas neutre. Et je laisse la place à Yves. Merci Blandine. Moi, je vais vous parler aussi par rapport à tout ça. Moi, je suis Yves Paploret, pardon, d'administration et intendance UNSA, de la fédération UNSA Éducation. Donc, par rapport à tout ça, ce qui est inquiétant, c'est le délai maintenant, puisque cette indécision et ce possible report à nouveau, après avoir maintes fois pris la décision dans des réunions interministérielles de valider cette OTE, on parle encore éventuellement de le reporter, et le délai qu'on a maintenant pour être en place au 1er janvier 2021 pose effectivement des questions d'exécution par rapport justement, comme ça a déjà été dit, au fait qu'il y a beaucoup de freins et de réticences sur certains ministères à mettre en place cette OTE. Ce qui n'est pas le cas par les ministères éducatifs, par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Alors, les personnels, en fait, actuellement sont sur le BOP 124 et il faut à tout prix qu'ils passent sur le BOP 214, en tout cas tous ceux qui sont dans les services déconcentrés,
pour que soit réellement actée cette réforme. Actuellement, il y a trois scénarios en fait. Il y a le 1er janvier 2021 où il faut à tout prix que ce soit ce scénario-là qui soit en place, et les autres possibles reports sont au 1er avril ou au 1er juin. Le 1er juin sera une catastrophe parce que là, ce serait la possibilité d'enterrer cette réforme et le fait de rester dans le périmètre des ministères sociaux et dans les directions départementales. L'autre possibilité, c'est le 1er avril. Et là, à la rigueur, il resterait une dernière possibilité, mais il faut vraiment l'éviter. Mais par contre, si c'est le 1er avril, il faut à tout prix inscrire dans le projet de loi de finances le fait que les agents, les personnels passent sur le BOP 214 et pas sur le BOP 124. Sinon, on sera obligé, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, d'attendre la gestion par les ministères éducatifs à partir seulement du 1er janvier 2022. Voilà, je vais laisser la parole à Jean de la CGT. Oui, merci Yves et bonjour les collègues. Jean Delabrusse, CGT Jeunesse et Sport. Donc en fait, quand on essaye de répondre à la question que va-t-il se passer, on émet des hypothèses, on fait des déductions, on élabore des scénarios différents. Et finalement, à 3 mois de l'échéance, être toujours dans une telle incertitude, en soi, c'est grave. En soi, c'est grave et on peut se demander si c'est dû à l'impréparation, l'incompétence, l'indécision de l'exécutif, qui est notre employeur, ou pire encore, si c'est pas lié à une volonté, ce qui rappellerait un peu la gestion des ressources humaines façon France Télécom, où en fait le mépris pour le travail et les conditions de travail des agents conduisent à, à vraiment un mal-être au travail. Et on peut se demander même si c'est pas volontaire à ce point-là. Et c'est de toute façon, que ce soit lié à leur incompétence ou à leur volonté, c'est de toute façon une telle incertitude, un élément constitutif de plus d'une gestion qui est systémiquement harcelante pour les agents par leur employeur qu'est l'État. Donc nous, on pense que Maracineanu et Blanquer, ils peuvent contribuer à dissiper le brouillard dans lequel on est, en réaffirmant ce qu'ils préconisent depuis 2 ans, à savoir qu'ils sont attachés à la mise en œuvre de l'OTE rapidement, et que ça soit décliné dans le champ jeunesse et sport. Fondamentalement, en fait, on leur demande juste de prendre leur responsabilité de ministre et d'arrêter de se taire comme pourrait le faire un conseiller présidentiel. Donc on a quand même réfléchi un peu à ce qu'on pouvait faire ensuite et c'est Sylvain qui va vous présenter nos pistes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, donc Sylvain Asquette pour EPA FSU. Quoi faire? Déjà, la veille du comité technique ministériel, l'information est arrivée que justement les effectifs resteraient rattachés au BOP des affaires sociaux. Donc il y a eu une réaction immédiate des organisations syndicales qui siègent au comité technique ministériel avec un boycott. Une réaction immédiate également dans la foulée avec un courrier écrit au Premier ministre. On n'est pas en train de parler de choses évanescentes, on est en train de parler d'un travail qui a été conduit depuis 2 ans, qui engage un nombre considérable d'agents, qui engage les politiques publiques à venir et pour lesquels des engagements ont été pris. Donc c'est la parole de l'État aujourd'hui qui est engagée avec ce renoncement qui est en train de se dessiner. Et c'est la parole aussi de l'administration vis-à-vis de tous les collègues qui sont engagés dans cette organisation territoriale de l'État à venir qui est remise en cause. Donc on a écrit au Premier ministre, on attend qu'il nous réponde sur une demande d'audience qui est faite par les 3 organisations syndicales présentes aujourd'hui. Pour le moment, on n'a pas de réponse, mais aujourd'hui devait se tenir une réunion interministérielle avec des arbitrages qui devaient être rendus. Cette réunion est reportée, donc on attend toujours de savoir quelle va être la décision prise vis-à-vis de cette OTE, mais on a du coup quelques marges de manœuvre. Et dans les marges de manœuvre, il y a un rapport de force qui doit s'installer. Le premier rapport de force que nous avons décidé au niveau de l'échelon national, de chacune de nos organisations syndicales, c'est de boycotter les instances qui se tiennent jusqu'à ce que la décision soit rendue. Et donc boycotter les instances, ça engage du coup effectivement qu'on soit relayé au niveau local, puisqu'on vous demande très précisément effectivement que les organisations syndicales territoriales puissent boycotter les instances territoriales également pour installer ce rapport de force. Vous avez reçu normalement dans vos boîtes mail professionnelles en fin de semaine dernière un courriel qui vous invite vous aussi à écrire au Premier ministre. Donc on vous demande de faire cette démarche pour pouvoir appuyer celle que nous sommes en train de mener au niveau national. On a vraiment besoin que chacun et chacune puisse se saisir de cette question
pour montrer aussi, peut-être avec des particularités locales, en quoi cette perspective éducative qui doit vraiment très concrètement se mettre en œuvre au 1er janvier a besoin d'être réalisée. Et ça, c'est la force de chacun qui va permettre qu'on puisse aboutir, nous, dans nos démarches. Donc on espère vraiment que vous puissiez être le relais de ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été présent et présent aujourd'hui et je vais laisser conclure Tony sur ce temps d'échange que nous avons avec vous depuis ce matin. Tony. Merci Sylvain. Merci à l'ensemble de mes collègues qui ont pu vous apporter quelques éclaircissements. Pour conclure, je tiens à vous dire que nous sommes au charbon tous les jours, tous ensemble, quelles que soient nos organisations syndicales, pour défendre nos missions, nos métiers, nos corps, nos statuts, pour défendre ce ministère parce qu'il est en grand danger aujourd'hui. Ne doutez pas qu'on fait le maximum d'efforts. Je pense que vous avez pu comprendre au travers des propos de chacun qu'on est très régulièrement, tous les jours, en contact avec les administrations, le ministère, en groupe de travail, en réunion, en instance, en dialogue informel, tout ce qu'on veut. Nous, on n'a qu'un objectif, c'est de vous défendre, de défendre notre profession, nos professions. C'est beaucoup d'efforts. On est forcément dépité quand on s'apprête à aboutir sur quelque chose qu'on attend depuis 8 ans, et puis comme ça, du jour au lendemain, on nous dit bah non, c'est plus possible, alors que depuis 6 mois, c'est la ligne que prenait l'intégralité de l'administration et du gouvernement. Bon, voilà, le transfert au 1er janvier, c'est encore possible. Pour ça, on a des actions de lobbying à mener. On compte sur vous pour mettre la pression aussi. Comme l'a rappelé Sylvain, vous pouvez écrire au Premier ministre, on vous a envoyé un mail où ça se fait de façon automatique en cliquant dessus. On a besoin de votre mobilisation. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à contacter vos organisations. Si vous voulez plus de précision, pourquoi c'est bien d'aller à l'éducation nationale, pourquoi c'est pas bien de rester dans les ministères sociaux, comment ça peut s'organiser. Voilà, peut-être qu'il y a des solutions meilleures, mais en tout cas, nous, on pense aujourd'hui qu'avec la mutualisation des ministères, il n'y a pas trop d'autres solutions. Voilà, en tout cas, soyez convaincus qu'on essaye de se battre pour s'en sortir. On a besoin de votre relais, on a besoin de votre mobilisation. On compte sur vous, autant que vous comptez sur nous, je pense, pour vous défendre. C'est tous ensemble qu'on réussira à s'en sortir. Voilà, maintenant on est suspendu aux arbitrages de Matignon, mais on va continuer à pousser le combat plus en avant. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à contacter vos organisations. Yves? En fait, juste par rapport aux interrogations qui ont été sur le chat, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure sur le site. Oui, on va essayer de répondre au fur et à mesure aux interrogations que vous avez pu soulever sur le chat. C'est difficile en direct parce qu'on a préparé une intervention pour vous expliquer et il y a tellement de questions qu'on ne peut pas répondre comme ça, sinon on va exploser le temps. Mais les différentes organisations syndicales vont tenter de répondre aux questions qui sont posées, peut-être en intersyndical si on peut. Merci à vous, restez mobilisés, on y croit, on va se sortir de l'ornière dans laquelle on est depuis pas mal de temps. Mais voilà, il faut se serrer les coudes. À bientôt et continuons le combat. Au revoir.